Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les mauvaises nouvelles s'accumulent depuis plusieurs mois dans les couloirs de BFM TV, la chaîne d'info phare de la TNT, qui fêtera d'ailleurs ses 20 ans d'existence l'an prochain, en novembre 2025. Au printemps dernier, le Canal 15 a perdu son titre de première chaîne d'info du pays, détrôné dans les audiences par sa rivale CNews. BFM TV a aussi vu partir en quelques mois tout son état-major et de nombreux journalistes suite au rachat de la chaîne par le milliardaire Rodolphe Saadé. Code Source revient aujourd'hui sur l'ascension de BFM TV et raconte pourquoi la chaîne est en plein questionnement sur son modèle. Avec deux journalistes, Benoît Daragon et Benjamin Meffre, ils couvrent les médias au service culture du Parisien. Benoît Daragon, le mardi 3 décembre, vous révélez dans Le Parisien que BFM TV a choisi de remanier sa grille seulement 4 mois après la rentrée qui avait installé de nouveaux rendez-vous. Quels sont les changements annoncés ? Plus qu'un changement, c'est même une surprise. Éric Brunet, qui pendant l'été précédent avait quitté LCI pour rejoindre BFM TV, voit son émission s'arrêter après seulement 4 mois d'antenne. Éric Brunet, c'est un journaliste qui a une grande gueule, qui donne son avis sur l'actualité, qui n'est pas neutre, mais son émission va s'arrêter très vite. Et il est remplacé par Maxime Switek, qui était le matin depuis le mois de janvier, donc lui aussi s'arrête au bout d'un an. Et lui va arriver à 20h pour lancer un journal de 20h. C'est comme ça que BFM vend ses changements. Du coup, Maxime Switek va devoir être remplacé le matin, où il présentait 3 heures d'émission. Donc là encore, il y a des changements qui vont arriver. Bref, BFM TV va faire une grosse rentrée en janvier, et c'est quand même très rare que cette chaîne fasse autant de changements à mi-saison, ce qui montre d'ailleurs qu'il y a un peu de fébrilité dans l'air. Benjamin Meffre, à quoi sont dus ces changements ? D'abord et avant tout, un problème d'audience. Éric Brunet était venu sur BFM TV pour essayer de refaire le retard sur Pascal Praud qui est en face sur CNews. Il n'y est pas du tout parvenu. Les audiences sont faibles à 20h pour Éric Brunet. Et également, je pense qu'il posait aussi un problème de positionnement éditorial de BFM TV qui veut se distinguer de CNews par un traitement plus qualitatif, plus terrain, plus événementiel de l'actualité. Et lui, on le sait, est un peu un fort en gueule, un peu sur le mode Pascal Praud. Il est très, très théâtral dans son animation et ça ne collait pas avec ce que voulait faire la nouvelle direction de BFM TV. Alors on va voir ensemble comment la chaîne en est arrivée là, mais d'abord, vous allez tous les deux nous rappeler comment elle s'est imposée dans le paysage des chaînes d'info. Benoît Daragon, l'idée de BFM TV, elle naît en 2004 dans la tête d'un homme qui s'appelle Alain Veil. Qui est-il et quel pari fait-il à ce moment-là ? Alain Veil, c'est un homme de radio qui a fait toute sa carrière dans la radio depuis les radios libres dans les années 80. Et puis, il a longtemps eu des gros postes dans le groupe Énergie. Et à la fin des années 90, il rachète la radio RMC, qui à l'époque est totalement moribonde. Et il va réussir à la relancer de façon assez spectaculaire, notamment grâce à Jean-Jacques Bourdin, qui présente la matinale, et puis aussi aux grandes gueules. Enfin voilà, il va lancer cette chaîne, et très vite, il se dit, il manque d'une chaîne info en France. Alors à l'époque, il y a des chaînes info, il y a LCI et iTélé, comme on dit à l'époque, qui sont des chaînes payantes sur le câble et sur le satellite. Alors ça ne parle pas trop aux jeunes d'aujourd'hui, mais c'était des chaînes payantes. Et lui, il est persuadé qu'il y a une place pour une chaîne d'info gratuite, et il trouve, quand il regarde des événements, notamment aux États-Unis, il voit les chaînes américaines qui passent des heures et des heures de direct, notamment quand il y a des gros procès avec des célébrités, et il trouve qu'en France, les chaînes info font pas ça. Elles font beaucoup de débats avec beaucoup d'éditorialistes où on refait le monde entre experts autour d'un plateau, et lui, il trouve que ça manque de direct et qu'il y a une place pour faire ça. On est en 2004, et en 2004, il y a que, ça paraît fou, mais il y avait que 6 chaînes de télévision gratuites, de TF1 à M6. Les téléspectateurs étaient souvent abonnés à des bouquets de chaînes payantes via le câble ou via le satellite. Et donc l'État prépare le lancement d'une dizaine de chaînes gratuites, ça s'appelle la TNT. Et Alain Veil se dit, dans le cadre du lancement de ces nouvelles chaînes, pourquoi pas lancer cette idée de chaîne info en continu ? Et il va candidater et il va obtenir une fréquence. Il pose donc la candidature de cette chaîne qu'il décide d'appeler BFM TV. Pourquoi ce nom ? Parce qu'il a aussi dans son escarcelle la station de radio BFM, qui est une radio d'info économique. Et donc du coup, il se dit qu'il va faire la version télé de BFM, donc il s'appellera BFM Télé. C'est vrai qu'au début, son idée, c'est d'en faire une chaîne d'info à prédominance économique. Ça, c'est quelque chose qui va être vite abandonné au fur et à mesure des années. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir.
Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Le 28 novembre 2005, BFM TV prend l'antenne à 18h sur le canal numéro 15 de la TNT. À quoi ça ressemble ? C'est la journaliste Ruth Elkrieff qui va essuyer les plâtres ce jour-là, c'est elle qui ouvre l'antenne. Ce qu'on fait ce soir, on fête le lancement de BFM TV, mais pas seulement. On fête aussi, finalement, la fin des chaînes nationales gratuites sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Et elle reçoit pour sa première le patron du CSA de l'époque, Dominique Baudis, et le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Deneudieu de Vabre. Et je vous souhaite une longue vie, et je souhaite que vous apportiez beaucoup d'informations et de satisfaction à ceux qui vous écoutent. Elle présente les titres d'un JT, voilà, la baisse de la TVA dans la restauration, l'anniversaire de Jacques Chirac, voilà, c'était les gros titres ce jour-là. Jacques Chirac aura 73 ans demain, un anniversaire marqué par une crise de confiance avec les Français. Mais voilà, on voit bien que c'est une chaîne d'infos avec très peu de moyens, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'est BFM aujourd'hui. Il faut se souvenir que quand la TNT est lancée, toutes les chaînes partent de zéro, avec vraiment aucun moyen, et donc les chaînes sont souvent faites de façon très artisanale, et clairement c'est le cas de BFM TV. Quelle est la promesse de la chaîne au départ ? Comme toute chaîne info, c'est à tout moment où on se branche sur BFM TV, c'est de savoir qu'est-ce qui est dans l'actualité du jour. Mais BFM va tout de suite se lancer sur une promesse qui est priorité au direct. Ça veut dire qu'en fait, quand vous zappez sur BFM TV, vous avez des images qui ont lieu en direct. C'est-à-dire vous avez l'actu au moment où elle se passe. Et c'est vrai que ça, c'est la volonté d'Alain Veil depuis le début. C'est que contrairement à ce qu'il peut y avoir sur iTélé, qui elle aussi est passée en gratuit sur la TNT ou sur LCI, il y a moins de débats en plateau avec des experts et plus d'images, plus d'actualité qui est en train de se faire. En 2010, Alain Veil, le patron de la chaîne, nomme le journaliste Hervé Bérou à la tête de la rédaction de BFM TV. Qui est-il ? Hervé Bérou, c'est le directeur de la rédaction de RTL, c'est l'homme fort de RTL à cette époque-là. C'est un bon journaliste, très réputé, un énorme travailleur. Et à l'époque, il y a eu un petit tsunami à BFM TV, c'est qu'ils ont été battus par iTélé pendant la Coupe du Monde 2010. C'est la fameuse Coupe du Monde avec le bus où les Bleus font grève, enfin une Coupe du Monde totalement délirante. Et donc à ce moment-là, BFM est battu. Et donc du coup, ils veulent envoyer un signal fort pour relancer la machine BFM, retrouver le leadership sur iTélé. Et Hervé Bérou, il va justement renforcer cette priorité au direct avec une grille très claire, avec des incarnations très fortes. C'est-à-dire qu'il veut des personnalités à chaque tranche, à chaque moment de la journée, que les cases soient gérées par des journalistes connus, des journalistes reconnus. Et c'est là où la chaîne va commencer à prendre vraiment le large sur iTélé. Et sous sa direction, la chaîne réalise quelques coups d'éclat journalistiques, comme en ce jour du 19 octobre 2013, avec une interview explosive. C'est une interview de Leonarda. Leonarda, c'est une jeune femme de 15 ans qui a été expulsée de France. Et à ce moment-là, il y a une énorme polémique. Ça devient le sujet numéro 1 en France. C'est-à-dire que cette jeune femme a été expulsée avec sa famille. Et il y a une levée de bouclier d'une partie de la gauche. François Hollande vient juste d'être élu, a été élu à l'Élysée l'année précédente. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette décision est inhumaine. Et François Hollande va finir par déclarer publiquement que Leonarda peut revenir en France, mais sans sa famille. Et Leonarda lui répond en direct sur BFM en lui disant qu'il est hors de question qu'elle quitte sa famille. C'est mort, c'est mort. Je veux être avec ma famille, point barre. Ma famille, grâce à eux que je suis bien grandi comme ça, grâce à eux que je suis bien à ma santé et tout. Grâce à eux que c'est tout ça. Donc j'ai pas envie de les quitter maintenant. À l'époque, elle a déjà été expulsée au Kosovo. Et donc cette image de cette jeune femme qui dit non au président de la République est assez stupéfiante. Ça désacralise totalement la personnalité du président qui tout d'un coup se retrouve à débattre par caméra interposée avec une jeune adolescente de 15 ans. Et c'est la première vraie polémique du mandat Hollande. Et c'est une séquence dont il va avoir du mal à se débarrasser. À cette période, Benoît d'Aragon, BFM TV surpasse déjà largement ses concurrentes. C'est vraiment les grandes années de BFM où tout d'un coup ils vont devenir la référence numéro 1. On regarde BFM dans tous les ministères, dans tout le monde économique. C'est eux qui donnent le tempo, c'est eux qui font l'actualité, les hommes politiques, les avocats, ils se battent pour passer dans BFM TV, pour même de temps en temps imaginer des séquences, faire un peu le buzz pour attirer les caméras de BFM. En fait, ils vont dépasser la barre des 2 points d'audience en 2012 pendant la présidentielle, une présidentielle qui avait été marquée par les attentats commis par Mohamed Merah. Mais même l'année d'avant, pendant l'affaire DSK en mai 2011, affaire où BFM va être en édition spéciale pendant plusieurs jours, c'est là où ils vont vraiment faire la différence et c'est là où ils vont faire le double d'audience de iTélé et où ils vont plier le match pour des années.
On fait un saut dans le temps. Benjamin Meffre, le vendredi 9 janvier 2015, 2 jours après l'attentat meurtrier qui a décimé une partie de la rédaction de Charlie Hebdo, BFM TV est en édition spéciale. Une prise d'otage est en cours à l'hypercachère de Vincennes et la couverture de cet événement fait polémique. La colonne d'assaut des hommes du raid est lancée. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. BFM TV, comme tous les médias, sont en ébullition à ce moment-là. Ça fait 48 heures qu'on suit la traque des frères Kouachi et survient en plus cette prise d'otage à l'hypercachère. Et après des dizaines d'heures de direct, un journaliste de l'antenne sur BFM TV va déclarer qu'une femme se cache dans la chambre froide de cet hypermarché. Et évidemment, ça va faire immédiatement polémique parce qu'on va accuser la chaîne d'avoir mis en danger les otages qui sont présents à ce moment-là dans le supermarché. On imagine encore une fois qu'il aurait pu descendre, il aurait pu voir les images à la télévision, il aurait pu voir BFM TV, il aurait pu descendre et dire non mais je vous avais dit de remonter, et puis il aurait pu tirer à nouveau. On en veut énormément à BFM TV, on en veut particulièrement à BFM TV parce qu'il a mis notre vie en danger. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ils se rendent compte qu'ils ont fait une très grosse bêtise, évidemment dangereuse pour les personnes concernées. Ils arrêtent évidemment de dire cette information à l'antenne. Par la suite, les ex-otages vont porter plainte contre la chaîne avant de la retirer après un arrangement avec BFM TV. Et par la suite encore, le CSA va mettre en demeure BFM TV suite à cette séquence. L'année 2016 est agitée dans le paysage des chaînes info. 2 nouvelles chaînes, LCI et France Info Télé, arrivent en gratuit sur le nouveau bouquet de la TNT. Une grève massive à iTélé entraîne le départ de la quasi-totalité de ses journalistes. iTélé est renommée CNews l'année suivante et devient progressivement une chaîne d'opinion. À partir de l'automne 2018, Benjamin Meffre, BFM TV, toujours largement leader en audience, couvre en continu la crise des Gilets jaunes et ses journalistes sont parfois violemment pris à partie sur le terrain et par les manifestants. Pourquoi ? Alors ils sont pris à partie par les manifestants, notamment parce que certains leur reprochent des propos tenus sur l'antenne de BFM TV qu'ils estiment contre le mouvement des Gilets jaunes et notamment des propos d'éditorialistes de BFM TV. Alors à signaler tout de même, et cela doit être pris au sérieux, des journalistes, et parmi eux des journalistes de BFM TV, ont été la cible de comportements inacceptables dans certains rassemblements. Pour résumer, certains Gilets jaunes estiment que BFM TV est du côté du pouvoir et essayent de pourrir l'image de ce mouvement populaire. Toujours la même année, en 2019, le mardi 23 avril, la chaîne annonce l'arrivée du journaliste Marc-Olivier Fogiel au poste de directeur général. Est-ce que c'est une surprise ? Oui, c'est une grosse surprise parce que Marc-Olivier Fogiel, à l'époque, il présente le journal du soir de RTL. Il est un animateur, il fait de l'antenne. Et là, on va le voir dans un rôle de patron de chaîne. C'est une énorme responsabilité. Il va falloir qu'il manage des équipes. Et c'est pas ce pourquoi Marc-Olivier Fogiel est très connu et a fait sa réputation, même s'il a déjà dirigé sa société de production. Mais c'est un bon journaliste qui aime les coups éditoriaux. Il en a monté des dizaines et des dizaines pendant toute sa carrière. Donc les journalistes de BFM se doutent bien qu'il va vouloir faire des coups. Et après, ils attendent de voir comment va se passer le management au quotidien. Sa mission est de conforter le leadership de BFM TV et de faire progresser les audiences. Oui, les audiences, elles ont augmenté de façon ininterrompue depuis la création de la chaîne, donc il doit continuer la tendance, même si on se doute qu'à un moment ça ne montera plus et qu'ils ont atteint un palier. Il va se passer quelque chose, un événement planétaire qui va l'aider dans cette mission, c'est évidemment la crise du Covid-19, tout le monde entier qui va être en confinement, les Français qui vont être bloqués dans leur salon et qui vont allumer la télévision et donc notamment BFM TV. Et donc pendant la crise du Covid, très clairement BFM TV va là encore se démarquer, ils vont atteindre les 4% de part d'audience, ce qui est évidemment considérable. Et ça c'est dû aussi au fait que les Français sont bloqués chez eux et qu'ils regardent beaucoup la télévision. On fait un autre saut dans le temps, Benjamin Meffre. Au début de l'année 2024, le management et les choix éditoriaux de Marc-Olivier Fogiel semblent de plus en plus contestés en interne. Oui, Marc-Olivier Fogiel a une approche assez particulière de son poste. En théorie, un directeur général de chaîne est là pour organiser le travail de l'ensemble de la rédaction, mais pas forcément pour décider qui sera l'invité politique de la matinale le lendemain. Or, c'est un peu ce que fait Marc-Olivier Fogiel. Il est très dynamique, il s'implique énormément dans des micro-choix à l'antenne, et ça finit par en agacer certains. Par ailleurs, il a aussi fait des choix éditoriaux qui sont critiqués. Le plus emblématique est l'arrivée de Laurent Ruquier, qui est un de ses amis personnels, qui est une personnalité qu'on n'associe pas forcément à une chaîne d'information en continu, et dont l'émission à 20h ne va tenir que quelques mois là aussi, puisqu'il arrêtera dès la pause de Noël.
Et il y a une forme de lassitude qui gagne les équipes à ce moment-là. Oui, il y a une forme de fatigue qui s'installe avec ce management imposé par Marc-Olivier Fogiel. Et puis, on sent aussi un début de fin de cycle avec le départ de figures très emblématiques de la chaîne, comme Ruth Elkrief, Jean-Baptiste Boursier, Bruce Toussaint, qui petit à petit vont tous mettre les voiles pour différentes raisons. Mais forcément, en interne, ça pose des questions. À la mi-mars, le groupe CMA-CGM, détenu par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, annonce avoir signé un accord pour racheter BFM TV et RMC à Altice, filiale d'SFR qui possédait la chaîne d'info et la radio depuis 2015. Quelles sont les réactions au sein de la rédaction ? Alors c'est pas vraiment une surprise en interne, parce que la rumeur courait depuis des mois et des mois, même si elle a été démentie avec insistance par la direction en place. Donc quand la nouvelle tombe, les gens ne tombent pas de leur chaise, pour parler simplement. En revanche, il y a un vrai questionnement sur les intentions de Rodolphe Saadé, qui met sur la table 1,5 milliard d'euros pour acheter BFM TV et les autres chaînes du groupe. Il y a un questionnement sur sa proximité avec la Macronie notamment, et sur sa possible ingérence dans la ligne éditoriale de la chaîne, parce que l'ancien propriétaire Patrick Drahi faisait certes très attention aux comptes de la chaîne, mais avait la réputation de ne jamais s'immiscer dans la ligne éditoriale du Canal 15. Juste après la signature de ce rachat, au mois de mai puis au mois de juin, BFM TV est pour la première fois battu par CNews en audience. Oui, c'est une petite révolution dans le monde des chaînes d'information en continu françaises. Donc, pour rappel, BFM TV était leader depuis presque 15 ans dans cet univers concurrentiel-là. Donc, évidemment, c'est un petit coup de tonnerre. Après, c'est pas totalement une surprise parce que à BFM TV, on voyait bien dans le rétroviseur grossir l'ombre de CNews qui se rapprochait de plus en plus en audience. Certains pensent que c'est dû au positionnement de cette chaîne, qui a choisi de traiter une partie de l'actualité, souvent la plus polémique possible, en donnant une large place à l'opinion plutôt qu'au reportage, donc le créneau un peu inverse de BFM TV historiquement. Et donc on se demande bien comment on va réussir à inverser la tendance, parce que CNews semble en phase avec une évolution de la société française. Et dans le même temps, BFM TV voit son audience mécaniquement s'éroder aussi, et donc cherche des solutions pour essayer de sortir de cette impasse. Le 1er juillet, le grand patron de BFM TV RMC, qui s'appelle Arthur Dreyfus, démissionne. Et c'est une surprise parce qu'il avait choisi de rester à son poste au moment du rachat. Quelques jours plus tard, Benoît d'Aragon, BFM TV, annonce dans un communiqué le départ des 2 autres plus hauts cadres de la chaîne. Oui, Hervé Bérou et Marc-Olivier Fogiel, qui sont très proches, vont eux aussi partir. Ils vont être remplacés par Jean-Philippe Baye, qui est passé à RTL et à Radio France, et par Fabien Namias, qui dirige LCI. On sent bien qu'il y a une nouvelle ère qui se met en place, une nouvelle ligne éditoriale aussi. Et puis il y a Nicolas de Taverneau, qui vient juste de partir du groupe M6, qui arrive à BFM TV. Nicolas de Taverneau, c'est un cost killer. Quand il arrive dans une entreprise, il veut que la rentabilité augmente. Et donc on sent bien à la rédaction de BFM qu'on aura moins de budget, contrairement à ce qui était le cas dans le passé. Benjamin Meffre, à partir du mois de septembre, la chaîne est confrontée à une vague de départs et ses audiences ne sont toujours pas bonnes. Oui, et ça commence d'ailleurs à faire un peu désordre, parce que après, donc, c'est hauts cadres qui ont annoncé leur départ. C'est le tour du directeur de la rédaction, notamment Philippe Corbet, de son adjoint, d'un des responsables du numérique du groupe. Donc il y a toute une série de départs qui forcément en interne ne donnent pas une impression de sérénité. Et par ailleurs, oui, les audiences ne remontent pas pour l'instant. CNews continue de faire la course en tête. Et donc tout le monde se demande dans quelle direction on va aller pour essayer de changer cette situation. Vous interviewez Fabien Namias, le nouveau directeur général de BFM TV pour Le Parisien, le 2 novembre. Comment il analyse cette situation compliquée pour la chaîne ? Alors du côté des départs, il explique que c'est la vie normale d'une entreprise. Il y a une clause de départ, vu qu'il y a eu un changement d'actionnaire. La clause de départ, elle permet de partir avec des conditions financières avantageuses pour les journalistes. Donc pour lui, voilà, c'est une logique d'opportunité. Certains activent cette clause de départ parce qu'ils savent qu'ils n'auront peut-être pas les mêmes conditions financières plus tard. Et côté ligne éditoriale, Fabien Namias explique que ça va prendre du temps pour repasser devant CNews du côté des audiences. Et quel est son plan justement pour relancer la chaîne ? Alors le maître mot, c'est le terrain, le terrain, le terrain. Il l'a répété à plusieurs reprises durant l'interview. En fait, il explique qu'il veut revenir aux fondamentaux de BFM TV, qui selon lui s'est peut-être un peu perdu ces dernières années à vouloir faire des choses qui n'étaient pas forcément dans son ADN. Et donc il veut revenir au terrain et à l'événement. Et par événement, il entend tout type de sujets, les faits divers qu'il ne veut pas abandonner, mais il veut aussi faire plus d'international. Mais comme je le disais tout à l'heure, il explique que ça va forcément prendre plusieurs mois avant que cette nouvelle stratégie porte ses fruits.
Benoît d'Aragon, BFM TV est aussi très inquiète depuis que l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel qui lui attribue sa fréquence, a pour projet de changer l'ordre des chaînes de la TNT. Oui, parce que cet été, l'Arcom a décidé la fermeture de C8 et de Énergie 12. Début mars, il n'y aura plus de chaînes sur le canal 8 et sur le canal 12. Et du coup, toutes les chaînes existantes se disent moi j'aimerais bien arriver sur le canal 8 et sur le canal 12. Et une des idées de l'Arcom pour essayer de combler ces trous, c'est de créer ce qu'ils appellent un bloc info, c'est-à-dire d'accoler les 4 chaînes info. Aujourd'hui, vous avez sur la 15 BFM et sur la 16 CNews, et vous avez sur la 26 et la 27, vous avez LCI et France Info. Et donc l'idée, c'est de remonter LCI et France Info pour les coller à CNews et avoir ainsi les 4 chaînes continues d'affilée. Ce qui donnera forcément un peu plus envie aux téléspectateurs de zapper. Si vous êtes sur BFM, que BFM passe sur un sujet qui vous intéresse moins, vous allez juste 2 canaux plus loin et vous serez sur LCI ou sur France Info. Et donc ça, c'est une menace sur les audiences de BFM qui est assez sérieuse. BFM a essayé de lutter contre la création de ce bloc info, mais là où il y a quelques années, ils étaient très forts en lobbying et ils étaient très écoutés par les pouvoirs publics, il semble qu'aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu gain de cause, ce qui montre aussi qu'ils ont un peu perdu de leur mainmise, y compris sur les pouvoirs publics. Aujourd'hui, BFM TV est donc confronté à une crise de modèle inédite dans son histoire. Oui, parce qu'ils ont vraiment révolutionné la façon de faire de l'actu à la télévision, sauf qu'ils ont été copiés par tout le monde. France 2, TF1, LCI, tout le monde fait du BFM et a fini par faire la même chose que BFM. Et donc aujourd'hui, sa singularité, sa différence vis-à-vis de ses concurrentes, elle est moins flagrante, elle saute moins aux yeux quand on regarde BFM. Et finalement, aujourd'hui, la chaîne qui est très différente, c'est CNews. CNews, ils font pas beaucoup de reportages, ils bougent pas beaucoup de leur studio, mais ils ont des chroniqueurs qui ont des opinions très tranchées, des opinions très arrêtées et qui le disent en plateau. Et finalement, aujourd'hui, l'exception, c'est plutôt CNews. Et donc, ils vont devoir réinventer leur modèle. Et ça, évidemment, c'est très difficile et c'est d'autant plus difficile à faire quand on n'est plus leader et quand on a un peu le feu dans sa rédaction. Benjamin Meffre, en tout cas, le cap qui est entrepris pour tenter de sortir de cette crise, il ne rassure pas les salariés. En tout cas, il se pose beaucoup de questions parce qu'il trouve qu'il y a un manque de cohérence dans ce qui est dit par les nouveaux patrons de la chaîne. Je donne quelques exemples, mais voilà, Rodolphe Saadé a promis des investissements dans la chaîne et en même temps, il nomme Nicolas de Taverneau, qui n'est pas connu pour dépenser beaucoup d'argent facilement. Il dit aussi qu'il veut faire plus d'international, mais l'international, c'est pas forcément ce qui fait plus d'audience. Or, dans le même temps, il dit qu'il veut retrouver le leadership en audience. Donc du coup, les salariés de BFM TV sont un peu perdus sur ce que veulent faire les nouveaux patrons de la chaîne et la nouvelle direction va devoir rapidement clarifier ses intentions. Merci à Benoît d'Aragon et Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Laissez-nous des pouces en l'air, des étoiles et des commentaires. Et ne ratez pas non plus notre podcast Crime Story. Chaque samedi, la journaliste Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.